Imaginez qu'on découvre un tout nouvel univers, rempli de vie. Sauf que cette vie n'est pas faite de carbone ou d'eau. Non, elle est purement numérique, elle est née des mathématiques. Ce monde, c'est Lenya. Et aujourd'hui, on part à la découverte de ses habitants, qui sont, on va le voir, assez incroyables. Alors regardez bien. À gauche, on a le fameux planeur du jeu de la vie. C'est un grand classique, mais bon, c'est pixelisé, c'est rigide. Et puis à droite, c'est tout autre chose. C'est fluide, c'est organique, on dirait presque un organisme biologique. La question c'est, qu'est-ce qui se passe quand la vie artificielle se met à avoir l'air, vraiment vivante? Bon, pour bien saisir cette révolution, il faut repartir de la base. Et la base, c'est le grand classique, le jeu de la vie. C'est un peu le point de départ de tout ça, la fondation sur laquelle Lenya a été bâtie, pour ensuite la dépasser complètement. Alors, le jeu de la vie, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un automate cellulaire. En gros, c'est une grille, et chaque petite case est soit allumée, soit éteinte, vivante ou morte. C'est tout. À partir de quelques règles ultra simples de naissance, de survie et de mort, on voit apparaître des motifs d'une complexité folle. Mais le point crucial, c'est ça. Tout est binaire. C'est soit noir, soit blanc. Tout ou rien. Et Lenya, justement, vient tout changer. C'est une évolution radicale de cette idée. Disons que sa physique interne est complètement différente. Ici, fini les interrupteurs on-off. Lenya, lui, fonctionne avec des nuances, des dégradés. Et c'est ça qui va permettre un niveau de complexité bien supérieur. Là, on voit bien la différence fondamentale. Le jeu de la vie, c'est simple. Une case est soit à 0, soit à 1, morte ou vive. Dans Lenya, une case peut prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 1. C'est continu. Et ça change tout. Pareil pour le voisinage. Dans le jeu de la vie, une cellule regarde ses 8 voisines direct. Point. Dans Lenya, c'est plus une sorte de sphère d'influence en dégradé, où les voisins tout proches comptent beaucoup plus que ceux qui sont un peu plus loin. En fait, c'est simple, on est passé du pixel au dégradé. Et visuellement, voilà ce que ça donne. C'est frappant, non? À gauche, le voisinage du jeu de la vie, c'est carré, c'est rigide. La cellule ne regarde que les 8 cases qui la touchent. À droite, c'est Lenya. L'influence se propage comme une onde dans un cercle un peu flou qui s'estompe avec la distance. Toute la fluidité qu'on a vue avant, elle vient de là. Ok, maintenant qu'on a compris la physique de ce nouvel univers, il est temps de partir en exploration. Et accrochez-vous bien parce que ce que les chercheurs ont trouvé dans cet écosystème numérique, c'est juste hallucinant. Voilà un petit aperçu de la faune de Lenya. Ce n'est rien de moins qu'une explosion cambrienne, mais en version numérique. Les scientifiques se sont comportés comme de vrais biologistes. Ils ont observé, identifié et catalogué 18 grandes familles d'organismes, chacune avec ses formes, ses comportements. C'est un tout nouveau règne du vivant. Allez, petit tour rapide dans ce zoo numérique. On a par exemple la famille des orbidés. Ce sont des organismes assez simples en forme de disque. On va dire que c'est une des formes de vie de base. Ensuite, on trouve les hélicidés. Comme leur nom l'indique, ce sont des créatures en hélice. Elles ont cette structure en spirale qui leur donne un mouvement de rotation bien à elles. Et enfin, regardez-moi ça, les Dantidae. On dirait de véritables engrenages vivants. Leurs formes sont hyper complexes, leur mouvement est super précis. Et tout ça, ça vient de quelques règles mathématiques toutes simples. C'est ça qui est fou. Et encore, ces familles, ce n'est que le début, le sommet de l'iceberg. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont plus de 400 espèces différentes qui ont été découvertes et classifiées. Plus de 400! On parle bien d'un immense bestiaire numérique. Bon, on a vu la diversité de loin. Maintenant, approchons-nous. On va regarder ces créatures de très près, un peu comme si on ouvrait le carnet de notes d'un naturaliste digital. Voici par exemple une créature qui a été baptisée Pantapteryx. Et là, on ne parle plus d'un simple motif qui bouge. Non, on parle d'une véritable anatomie. On voit bien des structures complexes, des segments qui se répètent. Ça rappelle étrangement des organismes qu'on connaît dans le monde réel. Si on décortique un peu cette anatomie, on peut identifier plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle les ailes, qui servent à la propulsion. On a des vacuoles, des sortes de sacs qui constituent les segments du corps. Il y a la membrane, cette frontière un peu floue sur l'extérieur. Et le plus fascinant, c'est le métamérisme, c'est-à-dire la répétition de segments identiques, exactement le même principe que chez un ver de terre ou un mille-pattes. Incroyable, non? Toutes ces bestioles, elles bougent, elles sont autonomes, ok. Mais comment? C'est quoi le secret de leur mouvement? Quel est le principe de base qui leur permet de se déplacer? C'est la grande question et on va y répondre tout de suite. C'est vraiment le cœur de la découverte. Et la réponse, elle est à la fois super simple et super élégante. En fait, tout tient en une seule idée, la symétrie contre l'asymétrie. Quand une forme est parfaitement symétrique, elle est équilibrée. Toutes les forces internes s'annulent, donc elle ne bouge pas. Elle est stable. À l'inverse, dès qu'une forme est asymétrique, elle est déséquilibrée. Ça crée une force nette dans une direction et hop, ça la met en mouvement.
Et là, c'est l'exemple parfait. Regardez à gauche, l'espèce est symétrique. Résultat, elle reste sur place, elle oscille, mais elle ne se déplace pas. Ses forces s'équilibrent. Maintenant, à droite, l'espèce est clairement asymétrique. Et ce déséquilibre dans sa structure l'oblige à bouger en permanence, simplement pour continuer d'exister. Et ça va même plus loin. Ce n'est pas juste asymétrie égale mouvement. Non, c'est la façon dont elle est asymétrique qui va déterminer le type de mouvement. Est-ce qu'elle va glisser, tourner sur elle-même? Et c'est l'évolution de cette asymétrie au cours du temps qui va définir sa démarche. Un mouvement fluide ou au contraire saccadé, voire complètement chaotique. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Si des motifs qui ont l'air si vivants, si complexes, peuvent naître de lois mathématiques aussi simples, alors qu'en est-il de la vie, la vraie, la nôtre? Est-ce que la biologie, au final, ne serait pas juste une forme de calcul, une sorte d'informatique incroyablement complexe? C'est une sacrée question qui reste, bien sûr, entièrement ouverte.